everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la dernière semaine avant la rentrée des classes de mon fils au Nevada et que ça me déprime. Et de ce fait, j'avais envie de choisir un sujet aujourd'hui. Je vais pas dire léger parce qu'il a fallu que je creuse beaucoup et que ça m'a pris du temps et de l'énergie, mais en tout cas qui me sorte un petit peu du carcan de l'actualité. Et en plus, vous avez été nombreux à me le réclamer. C'est mes sujets préférés et vous savez, ancienne civilisation, les mystères, où on nous ment, ce qu'on nous ment. Et dans la série Mensonges à gogo et autres approximations historiques, en voilà un justement, c'est le sujet de cette vidéo, qui en dit long sur tout ce que cela implique. Alors l'Afrique est un tout petit continent par rapport à la grande Europe, right? D'après les cartes, ok? Eh bien, sur un planisphère inventé par un Européen, peut-être, mais dans la réalité, en vérité, pas du tout. Et oui, les amis, saviez-vous que les planisphères que l'on nous montre depuis des centaines d'années et qui sont les bases des cours de géographie de tous nos enfants à l'heure actuelle dans n'importe quelle école à travers le monde sont tout simplement faux? Oui, j'en vois déjà bondir de leur chaise, mais restez accrochés parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais que ça va faire très mal à ceux qui s'accrochent au narratif officiel. Partons par contre du principe que la Terre est ronde. Oui, n'en déplaise aux pros Terre plate, ce sujet va peut-être un petit peu vous gêner aux entournures, mais restez accrochés. Vous êtes-vous déjà demandé comment représenter un globe sur une surface plane? Cette projection, baptisée carte du monde de Mercator, est en fait centrée sur l'Europe. Mais dans la réalité, vous allez voir, c'est une toute autre histoire. Sur la projection de Mercator, vous remarquez, par exemple, que le Groenland et l'Afrique entière semblent être de la même superficie. Or, dans la réalité, les amis, le continent africain, accrochez-vous, est 14 fois plus grand que le petit Groenland en termes de superficie. Ce continent africain est en fait aussi grand que les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Europe de l'Est, la Chine, le Japon et l'Inde réunis. Concrètement, le continent africain permettrait de caser tous ces pays sur sa surface. Forcément, une fois que vous prenez confiance de ça, encore une fois, qui est indiscutable, on peut alors se demander pourquoi, même encore à l'heure actuelle, l'Afrique semble si petite. Pourquoi on laisse courir ces grosses erreurs de cartographie qui datent de Mercator alors qu'aujourd'hui on sait très bien que c'est biaisé? Quel est le but d'une telle manœuvre? Pour ceux qui cherchent une explication, la plus simple est qu'il est impossible de reproduire une sphère sur une surface plane sans qu'il y ait une espèce de distorsion. Le planisphère est donc une représentation de chaque coin du globe sur une surface plane. Un planisphère européen de ce fera par conséquent un focus sur l'Europe et un planisphère chinois sur la Chine. La carte du monde n'est donc pas faite pour représenter le monde, mais pour exprimer un point de vue sur le monde en fonction du pays dans lequel on se trouve. D'ailleurs, le planisphère a été inventé de base les navigateurs. C'est en effet en 1569 que Gérard Mercator crée une carte du monde pour faciliter les navigations en mer et donc le commerce, mais aussi, et bien malheureusement, les colonisations. Son planisphère permet alors de tracer des routes de navigation en conservant les angles grâce à l'utilisation du compas. Mais sur cette représentation, plus on s'éloigne de l'équateur, plus les surfaces sont agrandies. Ce qui explique donc la grandeur du Groenland et la petitesse de l'Afrique. Malheureusement, ce planisphère a encouragé les colonisations de ceux qui se croyaient vivre dans de grands pays et qui du coup se sont dit « nous allons envahir ces tout petits pays insignifiants ». D'où la colonisation de tous les pays d'Afrique par différents pays européens, comme par exemple la France pour le Sénégal, le Royaume-Uni pour le Ghana ou encore le Portugal pour le Mozambique, entre autres. Cette représentation de Mercator a donc, semble-t-il, été également un facteur aggravant dans la quête de ces terres. Je trouve que c'est déjà assez honteux comme ça, mais voilà, que diriez-vous si je vous annonçais que ce n'est pas la seule raison
que ce n'est pas juste une question de représentation, de colonisation ou encore de pouvoir. Non, ce n'est pas que ça. Si je vous annonçais qu'il y a une intention bien plus sombre et énigmatique derrière cette distorsion, pourquoi ont-ils choisi de rétrécir l'Afrique, un continent pourtant immense? Et si ce rétrécissement n'était pas un hasard, les amis, mais plutôt une manœuvre subtile pour minimiser l'importance de l'Afrique aux yeux du monde, pour mieux la dominer, l'exploiter ou peut-être pour servir des objectifs encore plus mystérieux. Ces questions nous amènent clairement à considérer une hypothèse plus que troublante. Et si la véritable histoire de l'Afrique avait été délibérément occultée? Et pourquoi? Petite parenthèse, vous comprenez que je parle du continent africain. Afrique du Nord, Afrique noire. Voilà. Pourquoi tout un pan de leur histoire a-t-il été occulté? Vraiment, pourquoi? Ah, regardez qui nous rend visite, Madame Duchesse. Et d'ailleurs, Duchesse arrive à point nommé parce qu'avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de ma collaboration du jour, qui est un outil, pour le coup, qui lui ne cache rien et vous permet de tout gérer en toute transparence. Et en plus, je suis contente de vous reparler de ce partenaire. Vous me connaissez, j'ai le souci du détail et qui fait que, en fait, les choses m'ont pris beaucoup plus de temps que nécessaire. Je voulais bel et bien parler de mon website. Et justement, je sais que certains d'entre vous d'ailleurs ont suivi mon conseil et ont essayé la plateforme Odoo. D'autres m'ont demandé si je pouvais en reparler. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. J'ai trop hâte et je suis vraiment ravie de vous reparler encore aujourd'hui de cette incroyable collaboration avec cette solution innovante, Odoo, le couteau suisse de la gestion d'entreprise. Vous savez qu'en tant que créateur de contenu sur YouTube, je suis constamment à la recherche de moyens pour simplifier la gestion de ma chaîne et la rendre beaucoup plus efficace. Et croyez bien que suivre les méandres et les changements de cap de mon cerveau, c'était pas gagné. Heureusement, c'est là qu'est intervenu Odoo. Avec Odoo, j'ai pu construire un site web professionnel qui va bien au-delà de mes attentes. C'est pas juste une plateforme, comme je vous le dis. C'est un véritable compagnon pour les entrepreneurs, offrant une suite complète d'outils pour gérer tous les aspects et absolument tous les aspects de votre entreprise. La magie d'Odoo réside dans sa polyvalence. Non seulement vous pouvez créer un site web époustouflant en quelques clics, mais vous avez également accès à des outils de vente, à des outils de comptabilité, de marketing et bien plus encore. Tout ça intégré en une seule et unique plateforme. Moi, perso, grâce à Odoo, je sais que je vais pouvoir consolider ma présence en ligne grâce à ce site web qui tarde, je vous le conçois, mais qui arrive et qui va en plus me permettre de partager avec vous sans risque toutes les vidéos un peu touchy et que j'aurais du mal à faire passer sur YouTube. Et enfin, grâce à ce site, je vais pouvoir interagir avec ma communauté et envisager même, et c'est pour ça que ça me prend du temps, de lancer ma propre ligne de produits. Et justement, j'ai 2 idées sur le grill, c'est pour ça que je m'éparpille un peu, que je suis un peu dans tous les sens, que j'espère que vous allez adorer. C'est le top. Et donc, pourquoi devriez-vous essayer Odoo? Eh bien, laissez-moi vous donner 3 bonnes raisons. C'est gratuit. La première application est offerte à vie avec hébergement et support illimité inclus. De plus, vous bénéficiez d'un nom de domaine personnalisé pour la première année. C'est rapide. Configuration de site en 4 étapes. Vous pouvez avoir votre site web opérationnel en un clin d'œil. Et enfin, c'est hyper simple d'utilisation. Pas besoin d'être un expert de technologie. Avec une interface intuitive et un système de glisser-déposer, la création d'un site web professionnel est à la portée de tous. Avec mon futur nouveau site web Odoo, je suis prête à explorer plein de nouvelles opportunités, à interagir plus profondément encore avec vous et à développer, je vous le disais, encore plus ma présence en ligne. Alors les amis, faites comme moi, ne perdez plus de temps, cliquez vite sur le lien dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir par vous-même tout ce que Odoo peut vous offrir. Vous verrez que ça va motiver tous ceux qui ont du mal à se lancer
et qui se freinent car cela leur paraît trop compliqué. Je suis certaine que vous serez autant enthousiasmés que moi. Je remercie encore Odoo pour leur confiance qui me permet de vous faire bénéficier de cette collaboration. Vous allez voir, ensemble, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin. Voilà, maintenant, sans plus tarder, revenons à notre sujet du jour. Vous allez voir, je suis tombée sur une théorie incroyable et fascinante qui expliquerait pourquoi on nous ment sur l'Afrique et qui est absolument passionnante. Accrochez-vous, c'est maintenant, on y va. L'Afrique, un continent aux ressources incommensurables, est pourtant souvent représenté de manière déconcertante sur les cartes que nous connaissons. Pourquoi donc l'Afrique semble-t-elle si petite et insignifiante en comparaison avec d'autres régions du monde ? Plus étrange encore, pourquoi ces vastes terres, si riches et fertiles, ont-elles été si longtemps négligées par les grandes puissances ? Première anomalie que nous notons, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous approfondissons ce que nous savons de l'Afrique, on se rend compte par exemple que des cartes anciennes représentaient de nombreux lacs et rivières le long desquels d'innombrables villes prospéraient. Aujourd'hui, bon nombre de ces plans d'eau ont disparu, ne laissant aucune trace des villes anciennes, emportant avec eux les traces d'une civilisation florissante. Il y a même eu aucune trouvaille archéologique significative, bien évidemment, selon le narratif officiel, mais rien de rien qui puisse corroborer cette multitude de cartes avec ces représentations. Alors, au-delà de simples erreurs de cartographie, certains suggèrent que ces représentations déformées de l'Afrique ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt d'une intention délibérée de diminuer l'importance du continent. L'Afrique du Nord, autrefois pleine de vie, abrite aujourd'hui le plus grand désert de la planète. Les emplacements qui abritaient autrefois les anciennes villes d'Alcuché, Sétra, Los Letem et Grayon sont désormais marqués par de vastes dépressions circulaires. De plus, la structure Richat, également connue sous le nom d'œil du Sahara, est une formation saisissante de 50 km de diamètre, caractérisée par des cercles concentriques et son aspect de pierre fondue dont personne ne peut expliquer exactement l'origine. Considérons quelques questions rhétoriques supplémentaires qui poussent au questionnement. Il est largement reconnu que l'Afrique, riche en minéraux et géographiquement proche de l'Europe, est curieusement restée largement inexplorée jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Plutôt que de se concentrer sur le continent africain riche en minéraux qui était presque à leur portée, inexplicablement, les Espagnols se sont lancés dans des voyages s'étendant sur des milliers de kilomètres vers l'Amérique du Sud. Mais pourquoi donc ? La colonisation et la conquête de l'Amérique du Sud ont commencé en 1498. Mais la colonisation de l'Afrique a été retardée de près de 4 siècles pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Qui étaient donc les récents habitants de cette Afrique et qu'est devenu le continent autrefois florissant, mais aujourd'hui largement désertifié ? C'est encore une fois, vous allez le voir, les légendes africaines qui pourront nous apporter certaines réponses. Parce que bien évidemment, on ne va pas se cantonner au narratif officiel et aux livres d'histoire adoubés par les pouvoirs en place. Donc, dans les légendes africaines, les habitants vivant le long du cours supérieur du Nil préservent la tradition des énigmatiques Bachési à la peau claire, une tribu qui a étonné les indigènes par leur connaissance et leur capacité avancée.
Ils sont réputés pour avoir réalisé des exploits dépassant les capacités des humains ordinaires. Les légendes disent que le peuple Bashesi est arrivé dans ce qui est aujourd'hui l'Ouganda par le nord. Ils ont établi des villes et des colonies en pierre, creusé des canaux pour l'irrigation et dans certaines zones, ils ont creusé des tranchées dans la roche et formé des fosses semblables à des mines, certains atteignant, les amis, jusqu'à 70 mètres de profondeur. Les Bashesiens ont étonné les peuples autochtones non seulement sur leurs connaissances, mais aussi par leurs extraordinaires compétences. Selon les légendes, ils pouvaient survoler des lacs, escalader des falaises abruptes, guérir n'importe quelle maladie et raconter les événements d'un passé lointain. Les histoires d'une formidable tribu à la peau claire qui a émergé apparemment de nulle part et a disparu tout aussi mystérieusement ont été transmises en Afrique à travers les âges. Mais via ces traditions, justement, il est donc compréhensible que l'arrivée des premiers Européens en Ouganda en 1862 ait suscité toute une gamme d'émotions parmi la population locale, en passant de la terreur au profond respect, car en fait, ils les avaient confondus avec les légendaires Bashwezi. D'ailleurs, les peuples contemporains de l'Ouganda, notamment les Bakonjo, les Toro et les Ganda, considèrent les Bashwezi comme leurs ancêtres. L'Afrique est riche de telles légendes et de nombreux artefacts absolument fascinants. Serait-il concevable que tous ces écrits ne soient que de simples fabrications sorties de rien, comme on veut nous le faire croire, ou qu'on ne leur accorde pas d'importance en les cataloguant comme fantaisistes ou incroyables ou... Non, les édifices anciens d'Afrique qui subsistent méritent une attention absolument particulière. Même une enquête superficielle révèle une multitude de telles structures. Considérée l'une des reliques les plus extraordinaires, le roi africain de la cloche. Regardez ça, ces dimensions soulèvent des questions. Qui l'a fabriqué ? Dans quel atelier ? Et par quels moyens a-t-il été produit ? Puisque selon le narratif officiel, seuls des sauvages résidaient dans ces contrées lointaines. Considérons encore les pyramides de Méroé, au nombre d'environ 400, certaines présentant des traces fondues et des sommets endommagés. Ensuite, il y a encore les mégalithes éthiopiens, parmi lesquels les obélix d'Aksum sont les plus réputés. En 1920, les Italiens démantelèrent un obélisque et le transportèrent en Italie, mais il fut finalement restitué. Aujourd'hui, la réinstallation de ce mégalithe nécessite de lourdes machines, alors que les constructeurs d'origine ont érigé un obélisque de 24 mètres sans grue, équivalent à la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Et c'est pas tout, vous allez voir, mais déjà rien que ça, tellement de preuves d'une population avancée. Il convient également de noter les énigmatiques terriers de la mort de Volumbi, enveloppés de mystères et situés sur la colline de Tanda à 70 km de Meugénia. Volumbi se traduit par mort dans le dialecte local ougandais. La colline abrite plus de 200 terriers de ce type. Actuellement, Tanda Hill est recouverte d'un sous-bois dense, ce qui rend facile de tomber par inadvertance dans l'un de ces terriers sans guide. Ils sont systématiquement disposés, chacun avec un diamètre d'environ 1,5 m et des profondeurs variables allant de 3 à 70 mètres. Ces trous sont creusés directement dans le substrat rocheux, plongeant verticalement vers le bas. Pourquoi ? Et dites-vous que des trous similaires ont été découverts dans d'autres régions de l'Ouganda. Leur âge précis est incertain, mais les témoignages locaux suggèrent que ces structures existent depuis très très longtemps. Ces cavités ressemblent à des puits de mine par leur forme, mais seuls quelques endroits comportant de tels trous montrent des traces de présence minérale, et même dans ce cas, en quantité minime. Les ressources peuvent être limitées et ce qui a été accessible a peut-être déjà été extrait et utilisé. Dès lors, le mystère demeure. Qui a foré ces roches jusqu'à des dizaines de mètres de profondeur? Et surtout,
Comment? Le diamètre de ces trous mesure 1,5 mètre. Il est crucial de reconnaître que ce forage de roches était intentionnel, probablement à des fins minières. Cette tâche a peut-être été accomplie par une civilisation avancée sur laquelle nous avons encore beaucoup à découvrir et à apprendre. En 1972, alors qu'elle extrayait du minerai d'uranium à la mine d'Olglo au Gabon, une entreprise française découvrit que la teneur en isotope de l'uranium-235 était inférieure à la normale. Un manque important d'environ 200 kg de cet isotope a été constaté. Les experts du commissariat à l'énergie atomique français se sont alarmés car la quantité manquante pourrait potentiellement produire, accrochez-vous, plusieurs bombes atomiques. Des enquêteurs ultérieurs ont relevé que les niveaux de concentration d'uranium-235 à la mine d'Oglo correspondaient à se trouver dans le combustible usé des réacteurs nucléaires. Mais comment c'est possible compte tenu de l'ancienneté du site? En 1975, une conférence scientifique a eu lieu à Libreville, la capitale du Gabon, où des experts en physique nucléaire se sont réunis pour discuter d'un phénomène particulier. Après de longues délibérations, ils ont convenu de reconnaître la région d'Oklo comme le seul réacteur nucléaire naturel connu sur Terre. Mais vous vous rendez compte, les mecs, j'aime bien parce que chaque fois qu'il y a un truc inexplicable à expliquer, ils te sortent un truc de derrière les fagots qui n'a rien à voir, c'est plié, c'est torché, de toute façon, qui va chercher à comprendre? Et c'est fini campagne. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication, mais rassurez-vous, c'est naturel. Mais bon, on estime que ce réacteur a vu le jour, accrochez-vous, il y a 1,8 milliard d'années et a fonctionné pendant 500 000 ans avant de s'épuiser, laissant derrière lui du minerai comme sous-produit de son activité. Tous les participants à cette conférence n'étaient pas d'accord avec la décision voilà, c'est naturel. Certains scientifiques ont trouvé cela invraisemblable et